Bonjour tout le monde et bienvenue à cette autre ça des livres, le premier du mois de janvier, le premier de 2024. Donc voilà. Aujourd'hui nous avons Bibiche, Koun et Simone de Revoir. Le thème, c'est bien sûr, c'est créer soi-même. Et je veux rappeler que Bibiche Koun a écrit Libre. C'est un roman qui paraît chez Éclosion et qui, bien sûr, euh, va connaître de nouveaux développements dans les temps à venir. Je vous en parlera au cours de la discussion quand on sera entre tout ce que ça comporte, son livre, cette passion et aussi la question de santé mentale. Question aussi que Simone de Revoir, qui est l'auteur de Ton sens de l'humeur, un essai, euh, Vano aussi qui est intéressé par la question de la santé mentale. Donc voilà, bonsoir Bibiche, bonsoir Simone. Bonsoir. Bonsoir, coucou Simone, bon dimanche. Salut bébé. Bon dimanche. Alors, c'est très heureux de vous avoir et surtout d'ouvrir l'année avec vous et avec une question aussi importante que celle de soi. Comment se considérer, comment se porter, comment se survivre même, comment survivre même à soi-même, déjà dans cette société avec tout ce qui arrive, avec tout ce qui l'entoure. Donc, voilà. Je te laisse d'abord te présenter, Bibiche. Alors, parle-nous un peu livre. Je rappelle que j'ai un exemplaire ici que les gens n'ont pas et ça, je suis très, très content parce que j'ai un gros volume de livres. Alors que ça, c'est C'est ça, un c'est très privilégié. important déjà. Oh, oui, oui, bien sûr, parce que ça, c'est. Il existe nulle part ailleurs que chez moi. Donc, voilà. Alors, Viviche, raconte-nous, Lib, comment ça te vient? Alors, libre, honnêtement, c'est vrai que j'avais toujours eu l'idée d'écrire un livre. Je savais que j'allais écrire un livre. Parce que très tôt, comme on peut voir dans la quatrième de couverture, très tôt, j'ai eu une enfance difficile, on va dire comme ça, difficile, pas dans le sens de que j'ai manqué de matériel ou quoi que ce soit, mais j'étais émotionnellement instable. Alors, concrètement, c'est vraiment après mon divorce que j'ai un peu plus, si tu veux, plongé dans la dépression totale. Parce que j'ai fait beaucoup de yo-yo avec la dépression et ma santé mentale. Et donc, j'avais comme ce besoin-là, c'était indispensable à moi. Il fallait que j'écrive, il fallait que je sorte, tu vois, toute cette peine, toute cette douleur, et que je tombe sur place. Oui, Voilà, et libre, c'est vraiment une période où j'étais spécialement très, très mal. On dit que la douleur, comment dire ça, la douleur, comment dire, j'oublie ce que je veux dire, j'oublie le terme, inspire, voilà, que la douleur inspire, voilà. Et puis, la douleur inspire. Alors, voilà, du coup, j'ai commencé à écrire. Je pense que c'est la main de Dieu, parce que je peux même pas expliquer. Parce que entre je veux écrire et écrire, tu contrôles rien. Et puis, c'est comme si quelqu'un prend ta main et commence à écrire. Alors, j'ai commencé à écrire livre. Mes livres, c'était une confession. Honnêtement, j'avais pas envie, j'avais oui. pas prévu de écrire livre. C'est pour ça que c'est très intime. Donc, c'était comme une confession écrite pour moi. Je suis un peu égoïste, hein, je D'accord. vais le dire. J'écrivais surtout pour Ah, moi. bien sûr, comme tous les auteurs. Hein. Oui, honnêtement, je ne peux pas dire, OK, je vais écrire pour les gens. Vraiment, je ne pensais même pas publier. C'était comme une sorte de confession, de journal intime pour Ah, oui. moi, pour me guérir. Et à chaque fois que j'écrivais, bah, j'avais l'impression de m'écorcher vive. C'était comme aller chez le psy fois 1000, fois 10 000, fois 1 million, en fait. Parce qu'en plus, il n'y avait personne en face de moi. Il n'y avait que moi. Et tu sais, Mhm. le rendez-vous avec soi-même est intense, c'est autre chose. Parce qu'il y a pas de fuite possible. C'est toi. Tu es Mhm. obligé de te voir tel que tu es et d'être bah, face à tes démons, en fait, face à tout ce que tu veux refuter, tout ce que tu essaies. Tu ne peux plus fuir parce qu'il n'y a personne, il n'y a que toi. Mhm. Là, Bien c'est comme sûr. ça que je écris libre. Et je Mhm. n'aime même pas le titre. Mais quand je termine, c'est tellement évident que le titre, c'est Mhm. libre.
sont légères. Donc voilà, c'est ce que je vais dire là pour le moment. Je me sens légère, vraiment libérée, comme libérée de toutes Ok, ces... d'accord, ça c'est... Ok, bien, ça c'est une très belle introduction déjà. Et je doute qu'on reviendra. Il y a plusieurs questions que tu as soulevées. Nous reviendrons sur ces questions tout au long de cet échange avec notre public. Et je peux déjà rappeler que si ceux qui ont des questions, des préoccupations, peuvent commencer, peuvent les déposer, les commentaires et tout le reste. Je vois déjà. Oui, bonsoir Bernardo qui est avec nous, Pauline qui est là. Et Bernardo qui dit que la douleur expire. Ça, on reviendra là-dessus aussi parce que c'est en bout de course, on verra si cette douleur expire véritablement. Et là, on passe à Simone, Simone de Revoir, qui a écrit un essai. Et il n'y a pas longtemps, on s'était retrouvés. On a bossé sur pas mal, on avait beaucoup discuté, on a échangé sur ces questions qui perturbaient l'être seul avec lui-même. Et je me rappelle, on avait eu un très bel échange là-dessus. Et alors, quand l'essai paraît, il apparaît évident que, évidemment, les gens doivent être au courant et ton sens de l'humeur permet de aussi parler de ces questions de santé mentale. Alors, le sens de l'humeur, évidemment, on pense d'abord au sens de l'humour, Simone. Alors, ça te vient, comment toi tu vis cette écriture déjà? Bien même la pré-écriture, comment tu la vis, celle de ton sens de l'humeur? Comment, bon, déjà, il y a la fierté. Il y a la fierté de savoir que j'ai pu faire naître ce projet-là qui me tenait à cœur depuis très longtemps. Il y a cette fierté-là, cette satisfaction. Mais il y a surtout maintenant comment dire ça, le challenge de porter le projet, le challenge d'accepter l'attention à laquelle je ne m'étais pas forcément préparée au moment Parce que la phase d'écriture, c'est un peu comme un cocon où on est seul avec ses idées, avec ses challenges, avec une proposition qu'on aimerait apporter au monde. Et il y a la phase de publication où il faut associer son visage, sa personne à son œuvre. Et ça fait remonter énormément de questionnements de mon côté. J'ai l'impression que même si c'est une victoire que ce livre existe, il y a encore toute une masse de personnes que je sais devoir toucher avec mon message. Parce que le premier contact, en fait, le tout premier contact vient un peu quand on est auteur. Ça vient confirmer que quelque part, on a frappé dans le mille avec le message qu'on aimerait apporter. Maintenant qu'il y a tous ces regards-là sur la question de la santé mentale, de la dépression, de l'anxiété au Cameroun et en Afrique plus largement, il y a cette nouvelle mission, en fait, de propager le plus largement, de faire rayonner le plus largement possible le message qu'on a, qui est de déstigmatiser, en fait, la question. Donc, c'est un peu dans cette phase-là que je suis pour l'instant. Ok, et quand on te lit un parcours, on suit ta vie, on suit tes activités, aussi ce que tu publies. On voit que tu reviens beaucoup sur cette question de l'être humain et de sa relation avec lui-même, déjà. Ça peut être, comme l'une de tes dernières publications, on était entre schizophrénie et bipolarité, on était véritablement entre conception de soi-même, comment l'on se perçoit et comment on se tient face à la perception que les autres ils ont de nous. Et comment toi tu l'as vécu, je veux dire, est-ce que tu l'as vécu, c'est pas d'une expérience personnelle? Oui, oui, très clairement. Le livre, à la base, Ton sens de l'humeur, je le voyais beaucoup plus comme un essai scientifique au départ. Je voulais, parce que je m'intéresse à la psychologie depuis que je suis petite. Et donc, moi, ce que je voulais faire, c'était comme un guide qui résume la dépression, les étapes, comment s'en sortir ou trouver de l'aide. Et il y a quelque chose qui manquait à cette première idée-là, c'était justement l'intervention de ma personne, parce que je voulais un peu comme me cacher, ne pas avoir à trop me livrer pour livrer ce message-là. Je voulais vraiment rester sur le pan scientifique de la question. Et il y a un moment, je suis obligée en fait de me mouiller moi-même, de me livrer, parce que c'est ce que je demande quelque part.
de l'autre, qu'il se livre et qu'il affronte des aspects de sa personnalité qui ne sont pas agréables à vivre pour lui, qui peuvent être source de frein. Donc, il y a un moment où j'ai dû et c'est d'ailleurs ce qui a enrichi, selon moi, ce livre. C'est l'honnêteté à laquelle j'ai été forcée vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mes challenges, vis-à-vis de mes traumatismes et tout ça. Et je vais être honnête, le truc, la phase d'écriture m'a valu des allers-retours entre le bureau de la psy et mon bureau d'écriture. Et justement, oui. Et pendant que, puisque tu en parles, justement, entre le bureau de la psy, je suis tombé sur une page de Bibiche. Justement, là, je vois, c'est chez le psychologue. Et tu écris, l'idée d'aller chez le psychologue ne m'enchantait pas spécialement, mais je savais que c'était mon dernier recours, mon ultime chance de m'en sortir. Alors, cette relation que justement Simone vient de mettre, la relation entre toi et l'autre par rapport à toi, déjà, quelle est la difficulté de se gérer dans ce type de situation? Tu penses à qui? Ah, d'accord. Alors, je m'identifie énormément quand je l'écoutais parler, j'avais l'impression de parler, quoi. J'aurais dit exactement pareil. Ouais. Tu sais, aller chez le psy, c'est un peu difficile parce que tu sais que tu as un problème. Parce qu'au fond de toi, tu sais que tu as un problème. Il faut avoir un minimum de lucidité pour déjà prendre la décision d'aller chez le psy. Mais en même temps, tu appréhendes parce que tu sens qu'on va te dire des choses qui vont te dépasser, c'est une charge, c'est une responsabilité et tu as envie un peu de fuir ça. Mais en même temps, tu sais que tu ne peux pas fuir parce que tu en as besoin. C'est ton dernier rempart. Tu en as absolument besoin. Donc, et le psy, il va te dire des choses que tu n'as pas envie d'entendre, mais dont tu as besoin d'entendre. Et tu vois, comme je dis souvent, les gens qui souffrent qui ont des problèmes avec la santé mentale, ils ont des yo-yo. Il y a des fois, les gens très lucides aussi. C'est un peu paradoxal. C'est-à-dire, à un moment, ils ont des moments de lucidité. C'est-à-dire que tu sais que tu ne vas pas bien. Mais en même temps, comme c'est la maladie et qu'en même temps, tu as décidé de sortir de là parce que tu veux t'en sortir. Attention, quand tu vas chez le psy, c'est que tu as pris la décision de guérir ou du moins de faire ce cheminement-là parce que c'est un processus. Donc, l'image avec le psy, c'est, comme elle a dit, tu ne peux pas fuir. Tu vas y passer. Tu vas être face à toi. Parce que justement, le psy, ce qui est extraordinaire, c'est que le psy est, et je le dis dans le livre, il a un visage impassible. En fait, il te juge pas. En fait, c'est comme si tu parlais à un mur. Mais c'est un mur qui pense. Je ne sais pas, Simon, dis ce qu'elle me comprend un peu. Ouais, très bien. Tu sais que tu peux te juger. Mais en même temps, c'est quand même une personne, parce que je me rappelle, dans le livre, j'ai écrit que j'avais l'impression de m'être mise nue totalement devant le psy, et je me rappelle, le lendemain, je ne voulais plus y retourner. Hein. J'étais mal à l'aise. Je me disais, mon Dieu, je voulais tout dire. J'étais mal à l'aise, parce que tu sais pourquoi tu veux te confronter en même temps dans ta douleur, dans ta souffrance. Elle est ton amie. C'est très toxique. Tu es toxique pour toi-même. Ouais. D'accord, je reviens toujours chez le psychologue. Il y a quelque chose que tu dis dans le texte, en fait, que le personnage dit à un de ses amis, je ne sais pas si je vais me réveiller demain, il me faut vraiment rencontrer un spécialiste, ça ne va pas. Très bien. Et ça, là c'est quelque chose qui m'interpelle. Et nous rentrons pleinement dans la thématique, c'est créer soi-même. Au moment de l'écriture, déjà, est-ce que tu ne te sens pas, à quel moment l'écriture ne suffit pas? L'écriture vient après le psy ou bien avant? À quel moment tu te dis, finalement, il faut que j'écrive, il faut que je me libère? À quel moment tu le fais? Oui, Bibiche. C'est une excellente question parce que il faut justement qu'on le dise. Le psy ne fait pas de miracle. Il ne fait pas de miracle. Voilà, d'accord? Il faut que ce soit clair. Le psy ne fait pas de miracle. C'est un peu comme avoir un répétiteur à la maison. D'accord? Tu as le répétiteur, il répète tes cours, il t'aide à avancer, mais il ne fait pas de miracle. En gros, le psy t'aide à comprendre ce qui se passe, ce qui t'est arrivé et te dit qu'il faut que tu apprennes à vivre avec ça. Tu ne vas pas faire comme si tu vas essayer d'oublier, et tu ne vas pas oublier. Il faut que tu apprennes à vivre avec ça, mais sans que ça ne t'affecte négativement. Cette douleur-là, tu dois la transformer autrement. Alors, pour répondre à ta question, à quel moment
Mais ça ne suffit pas. Parce qu'en fait, quand tu n'as pas travaillé sur certaines blessures et qu'après, il y en a d'autres qui s'ajoutent, tu deviens une loque. Tu deviens une loque humaine. Ça s'accumule. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Tu comprends que oui, tu pars chez le psy. Moi, j'ai vu des psys. Personnellement, j'ai vu des psys. J'ai vu un homme, j'ai vu une femme. J'ai essayé de me dire que ça va et tout. J'ai travaillé sur moi. Mais à un moment donné, ça ne va pas. C'est à ce niveau que l'écriture, moi, est venue me sauver. Parce que j'ai comme le dévoiler, mais le crier fort. Cette petite fille qui était en moi, cette Bibiche qui était la fille, avait besoin de sortir. J'avais besoin de mettre, un peu comme Bibiche là, elle et moi, il faut qu'on parle. C'est en ça, le thème est parfait, c'est écrit soi-même. Parce qu'il fallait enfin que je me rencontre, que j'arrête de fuir, que j'aille plus voir le psy, que je me vois moi-même. Ok, on va s'asseoir là, et toi et moi, on va discuter, qu'est-ce qui ne va pas. Et c'est ce que j'ai fait avec l'écriture, parce que j'étais seule avec moi-même. Et c'était extraordinaire. D'accord. Et cette relation avec l'écriture, Simone, Oui. pendant que tu écris, parce que j'ai lu ton texte aussi, alors, et pendant que tu écris, qu'est-ce que tu as à l'esprit? Est-ce que tu donnes aux autres? Est-ce que tu te donnes aux autres? Est-ce que tu donnes pour les autres? Qu'est-ce qui se passe en toi quand tu écris? Tu veux dire, est-ce que tu penses une cible ou alors tu te dis que tu es la cible qui sera le reflet, l'expression de ce qui arrive? Qu'est-ce que tu te dis au moment où tu es avec cette écriture, dans cette intimité? L'autre a été mon moteur principal et ma source de motivation première. L'idée même, l'impulsion de démarrer ce projet-là, c'était l'autre. C'était déjà d'une part pouvoir dire à l'autre ce que je ne parviens pas à lui dire dans des conversations innocentes. Parce que quand on écrit, justement, il y a le privilège de ne pas être interrompu, donc de pouvoir structurer sa pensée d'un bout à l'autre et dire voici exactement ce que je veux te dire, sans tes préjugés, sans tes commentaires et tout. Et aussi l'autre dans le cas de la personne qui est comme moi, dans le noir, qui traverse une phase de vie particulièrement difficile et qui est persuadée qu'elle ne va pas s'en sortir. Je me suis dit, il fallait que d'autres personnes qui sont dans le noir comme moi, qui vont tomber sur ce livre, sachent que c'est possible de se tirer de là. Et qu'il y a il y a des méthodes simples. Il y a la thérapie conversationnelle, il y a le développement personnel, il y a les lectures, il y a l'écriture, il y a l'art, il y a plein de façons de s'exprimer, de prendre en soin, de prendre en charge sa santé mentale. Et le problème, c'est qu'on n'en parle pas parce que déjà, santé mentale, l'expression, déjà, ça renvoie à fou. Donc, on a tendance à se tenir à distance. Donc, il a toujours été question de l'autre, en fait, dans le travail. D'accord. Et quand tu parles de briser les tabous, ces tabous que tu dois briser, comment tu les portes, en fait, déjà? Est-ce que, tout à l'heure, tu as mentionné la question tu as mentionné l'honnêteté, la sincérité. Oui. Jusqu'à quel point est-on sincère quand on écrit ainsi? Est-ce qu'on écrit tout? Et ça, bien sûr, Bibi, tu vas réagir à la suite de Simone. Ça concerne aussi ton écriture et ce que ça reflète. Est-ce qu'on écrit tout? Et ce tout, qu'est-ce qu'il y a dans ce tout, en fait? Quand on parle de sincérité, jusqu'à quel point est-on sincère? Jusqu'à quel point, maintenant, ça dépend de jusqu'à quel point est-ce qu'on est à l'aise avec sa vérité une fois qu'elle est dite. Parce que, par exemple, le psy, comme Bibiche signalait tout à l'heure, une fois qu'on est chez le psy, on est nu vis-à-vis de tout ce qu'il y a de beau, comme de noir, comme de machin en soi. Donc, et moi, j'ai eu ce problème-là de jusqu'à quel degré est-ce que je suis prête à me livrer. Parce que, par exemple, dans le livre, il y a une partie où j'aborde l'impact de la religion et donc des relations parentales, des dynamiques parentales et de la difficulté pour les enfants de ma génération, notamment, de dire ouvertement « je souffre de dépression ». Parce que la phrase, une fois qu'elle est sortie, ça signale comme un échec du côté parental.
en gros, l'enfant qui dit je suis déprimé, il dit indirectement, papa, maman, tu t'occupes mal de moi. Même si c'est pas son intention, mais c'est ce qui est perçu. Et moi, j'ai eu ce challenge-là de jusqu'où est-ce que je veux livrer les frustrations et les douleurs qui émergent de mes relations avec ma famille. Comment est-ce que je gère et c'est ça donc en fait briser les tabous, c'est que il faut que quelqu'un dans la masse de personnes que nous formons qui est très conservatrice envers le linge sale, comme on dit. Il faut que quelqu'un puisse se tenir devant la scène et dire que en fait on vit tous la même chose, mais personne n'en parle parce qu'on se dit que c'est une honte d'en parler. Et tant qu'on va se maintenir dans la honte là, dans cette respectabilité là, on va s'enliser et on va continuer de maintenir les apparences. Alors que il suffit en réalité de dire voici ce qui se passe et de créer maintenant un espace où moi je peux reprocher ceci à un parent ou à un aîné et l'aîné peut dans une certaine mesure accepter qu'il y a eu dysfonctionnement dans notre relation et voir comment on peut. Il n'y a que quand on perce, on crève l'abcès en fait que ça devient possible d'entamer son chemin de guérison. Mais tant qu'on on se maintient dans le tabou, c'est très compliqué. Et je crois que c'est ce qui arrive de façon générale dans le pays, c'est qu'on ne peut pas parler ouvertement de ci, de ça, de dépression, de machin. Ça nous enferme. D'accord. Ok, très bien. Et parlant de ici, il faut qu'on parle maintenant de parler ouvertement. Ouvertement, Bibi, toi, tu as une expérience particulière avec Libre, qui est ton roman, bien sûr. Tu as une expérience toute particulière avec ce livre. C'est que c'est un livre qui s'écrit, j'aime bien le dire en 2 temps, mais ça c'est 2 temps, 2 grands temps, mais qui s'écrit en plusieurs temps, parce qu'il y a des questions de sincérité, il y a des questions d'honnêteté, il y a même des questions de vérité. À quel moment on se dit, la vérité vaut la peine d'être dite, et à quel moment on se dit, non, ceci, il faut que je le retienne parce que ça ne peut pas sortir des gens. Ça a bugué. Oui, je crois qu'il y a un souci. Du côté de Bibi. Ok, d'accord. C'est à moi? Ok, d'accord. Oui, c'est à toi, Bibi, c'est à toi. Ok, parce que la connexion bug un peu. Alors, oula. Alors, le souci de vérité, hein, honnêtement, pour moi, c'était, je me disais, je ne peux pas me libérer si je ne suis pas honnête. Parce qu'effectivement, comme elle a dit, on se pose la question. Donc, j'ai vraiment réfléchi, surtout que, comme elle dit, j'abordais les thèmes très tabous. Je parle de la relation parent-enfant. Et comme elle dit, c'est tiré tout de suite sur le parent. Enfin, c'est comme ça que c'est perçu, en tout cas, même si ce n'est pas ton intention. Parce que comme je dis, quand je parle d'abus parental, c'est la manière dont l'enfant te perçoit. C'est pas que c'est ce que tu fais ou pas, mais c'est comme ça, en tout cas, que lui perçoit. Quand un enfant dit « je me sens aimé par mon parent », on n'a pas dit « mon parent ne m'aime pas ». En fait, c'est ce qu'il perçoit. Donc, ce n'est pas la peine de discuter. Enfin, c'est une parenthèse, on va revenir. Donc, pour moi, c'était important de toucher ces points, même s'ils sont… je savais qu'il allait avoir des conséquences, personnellement, parce que je parlais d'abus parental. Ça touchait la famille. Elle a très bien parlé de ça. C'est tabou. Il y a comme une sorte d'omerta. Il y a comme une sorte de on ne parle pas. Il ne faut pas en parler. Mais si on n'en parle pas, si personne qui va, on va tous mourir comme ça. Mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui se, entre guillemets, se sacrifie ou qui se dise que, bon, il faut bien qu'on parle de ça parce qu'il veut parler. Donc moi, c'était indispensable. Ça s'est imposé à moi. Je n'ai pas le choix. Et je me suis dit, OK, tu vas en parler. Et puis, ça va péter. Tu vas en parler. Il faut bien que tu en parles parce que de toute façon, moi, je n'avais pas le choix. C'était, si tu veux, les autres contre moi. Il fallait enfin, pour une fois, que moi, je tombe ce masque et que je pense à moi, simplement. D'accord. Et ton manuscrit, il a eu une vie particulière. Parce que ton manuscrit, avant d'arriver déjà au livre que les gens ont pu voir avant d'arriver à lire le livre, il a connu, je veux dire, plusieurs vies, ce manuscrit. Comment l'entourage reçoit ce type de choses?
la famille directe, les amis de la famille, les amis de ceux qui se sentiraient impliqués, concernés. Comment l'entourage reçoit ce type de... Alors, je savais que c'était une bombe que je m'apprêtais à sortir. Et pour être honnête, quand j'ai terminé l'écriture, j'ai commencé à me demander, Bibi, tu vas publier le livre, c'est... Parce qu'en fait, quand j'ai fini d'écrire, je me suis dit, mais il y a forcément quelqu'un comme moi qui a vécu autant de tourments et je me suis dit, tu ne peux pas juste garder, tu as fini d'écrire, tu ne peux pas ranger ça dans la moire et ce n'est pas possible. Et regarde ce que toi, ça t'a fait. Parce que quand j'ai fini d'écrire, je me sentis bien. J'aurais même pu écrire, j'aurais pu donner comme titre Le balcon. Parce que je me rappelle, j'écrivais, comme je suis insomniaque, je suis une grosse insomniaque, j'aime m'appeler fantôme. Donc, j'écrivais beaucoup au balcon à 3 h du matin et tout. Je pleurais et puis je partais me coucher. Ça me guidait, ça me lessivait, je partais me coucher. Donc, je me suis dit, mais tu vas, si ça aide au moins quelqu'un, tu peux pas, tu es obligé de tout balancer. Et quand ma mère, donc j'ai demandé à des amis proches, j'en ai pas beaucoup, très, très, très proches. Et puis, je me souviens, j'ai un ami qui m'a dit, mais publie ça, non, ça fait quoi, mais publie, où est le problème? Mais voilà, c'était toujours comme ça. Ma mère qui m'a accouché, ma propre mère, elle savait que je kiffais, mais elle ne savait pas jusqu'à quel point. Elle m'a dit, mais il faut publier. Ça fait quoi? Publie le livre. Publie. Moi-même, tu publies ça. Moi, je crois qu'on m'écoute. Publie le livre. Tu publies ça, ben ça fait quoi? Lady Diana a écrit son livre et tout. Tu publies ça. Moi-même, je mets ça au chevet de ton père. Donc, comment la famille le prend? Très mal. Mais c'est la vie, c'est un choix. Il faut assumer. J'assume totalement. C'est un choix que je fais, que j'assume. Voilà. D'accord. Assumer, Simone, est-ce que c'est la chose la plus simple? Assumer déjà. Déjà, avec soi-même, parce qu'il y a des gens qui... Et parlant de toi, Simone, il y a quelqu'un qui remonte à tes années de collège, qui a dit ne pas être surpris de te voir écrire ce type de texte. Apparemment, tu avais déjà une expression qui se rapprochait d'un certain nombre de choses. Alors, la personne dit, je ne suis pas surpris qu'elle en soit là parce qu'elle était déjà un peu bizarre. Donc maintenant, le côté bizarre justement, est-ce qu'il s'assume facilement quand tu écris? Est-ce que tu penses à ce qu'on te trouvera bizarre déjà? Alors, en réalité, j'écris parce que je suis bizarre, justement. Et écrire, c'est le seul, jusqu'à présent, il y a écrire et dessiner, c'est les deux seules disciplines dans lesquelles je peux oublier ma bizarrerie, qui est en fait la personne que je suis, et mettre les idées en avant. Donc, oui, enfin, depuis petite, j'ai la certitude de ne pas être dans la norme, ben, du moins d'avoir le profil de l'atypique. Et donc, en écrivant, parce que je commence par le blogging, enfin, je commence en ligne par le blogging. Et les réactions des lecteurs à mes écrits me donnent l'impression d'avoir une seconde chance, en fait, dans le monde, où je peux être enfin quelque chose d'autre que l'introverti avec des grosses lunettes qui a un humour un peu étrange. Mais celle qui dit des choses intéressantes, celle qui a un humour un peu perché, celle qui a des observations. On m'a souvent fait la remarque des observations très précises, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'arrive surtout à faire quand j'écris. Quand je parle, ben, en gros, on va me trouver bizarre, c'est tout. Donc, ouais, l'écriture, c'est mon rempart, en fait. C'est mon bouclier. D'accord. Parlons d'écriture, même je reste avec toi. Parlons d'écriture. Directement et voyons ce que ça comporte. Comment tes mots, est-ce que tu écris ce qui te vient comme cela te vient ou alors tu te dis, voilà, j'ai cette première écriture, puis je vais choisir les mots pour rendre cette écriture publique. Comment tu procèdes déjà, toi, pour arriver à boucler ton sens de l'humeur? Même déjà, le commencer, comment tu as procédé? Est-ce que tu as pris des mots qui te venaient comme ça? Est-ce que c'est ce qu'on va publier? Ou alors, tu t'es dit, je vais m'adresser aux gens, il ne faut pas que je les inquiète, il ne faut pas que je les alarme,
il faut peut-être pas que je m'expose. Alors, comment te viennent les mots pour parler aux autres? C'est un mélange de tous les process, de toutes les étapes que tu viens de citer. Alors, mon premier défi, c'était comment est-ce que, c'est l'un de mes gros défis en général, comment je structure ma pensée de façon à être comprise avec le moins d'interférences possible. Ça, c'était le premier point. Le second, c'était comment je négocie, parce que voilà, se livrer justement, c'est devoir assumer plus tard ce qu'on a dit. Donc, comment est-ce que je me réconcilie avec mon image, ma propre image de moi, une fois que je me suis mise à nu dans ce manuscrit-là. Et ça, c'est les mots, à vrai dire, les mots, je crois que les mots ont toujours été là. J'ai une phase d'écriture, en gros, et puis une phase de réécriture. Je pense que tous les écrivains ont ce truc-là. Oui, Mais bien sûr, ça leur arrive. ouais, ce qui s'est réellement passé dans ma phase de réécriture, parce que enfin, le premier manuscrit n'est pas celui qui a été retenu, enfin celui qui a été publié finalement. Il y a plein de passages que j'ai trouvé finalement trop lourds et que le message était déjà, du moins ce que je voulais dire avait déjà été dit. Et donc, il y avait des parties qui étaient trop intenses parce que aussi, j'ai un côté intense. Donc, il y a plein de passages que j'ai dû supprimer pour alléger au maximum mon message. C'était très technique, en fait. C'est un ping-pong entre le technique. Ça, c'est mon côté publicitaire. C'est un ping-pong entre le technique de dire ce que tu as avec les mots les plus justes possibles et le créatif, ne pas avoir l'air robotique, ne pas donner l'impression que c'est ce manuel. En fait, j'avais aussi ce truc-là d'être intéressante à lire, même si je parle d'un sujet désagréable. Il fallait que ce soit divertissant, intéressant et touchant. D'accord. Et l'intensité, comment tu arrives à doser cette intensité, à te dire, non, ici c'est un peu trop, je vais alléger. Est-ce que ce un peu trop ne peut pas servir? Pourquoi tu le retires, pourquoi tu en réduis l'intensité sans te demander ce que c'était avant d'être ce que l'on a dans ton essai publié? Comment tu décides? Qu'est-ce que tu dis que c'est très intense, que c'est trop intense pour être laissé comme tel? C'est là justement que les allées et venues entre le bureau de la psy et le bureau d'écriture interviennent. Parce que je vais revenir un peu sur la question que tu as posée plutôt à Bibiche, sur comment est-ce qu'on agençait les phases d'écriture et les phases de thérapie. J'avais fait un constat en 3 ans, entre 2019 et 2021, on va dire. C'est que mon écriture était, ce qui est logique d'ailleurs, mon écriture était profondément influencée par mes états d'âme et donc mes états de santé mentale. Et même ma perception des phénomènes que je voulais décrire, notamment la dépression, l'anxiété et les traumatismes complexes, ma perception de ces problèmes-là était influencée par les étapes de guérison par lesquelles je passais. Donc, si je passais par une phase très sombre, je dépeignais un tableau qui était, on va dire quoi, apocalyptique à la limite. Et quand je me sentais mieux, il y avait de plus en plus d'espoir. Donc, quand j'ai commencé à comprendre que j'écris comment je me sens, mais au-delà de comment je me sens, il y a ce que l'autre va retenir, ce que l'autre doit retenir de mon message. Donc, c'est vraiment pendant cette phase-là. Et ça, c'est ma psy qui m'a beaucoup aidée, même inconsciemment. Elle n'a pas su qu'elle faisait ce travail-là. Mais quand écrire faisait remonter des choses très douloureuses en moi, je repartais la voir. J'arrive pas à gérer ci, j'arrive pas à gérer ça, j'arrive pas à gérer ci. Et quand je m'approche, quand je règle ce problème-là, pour en revenir à l'intensité, je repars voir mon manuscrit et je me dis, je ne suis plus dans cet état d'esprit-là. Donc, l'idée que je veux transmettre peut être mieux transmise maintenant que j'ai une meilleure maîtrise de mes émotions concernant cette situation-là. Parce qu'il y a aussi ce challenge-là de ne pas, certes, on veut toucher l'autre, je voulais toucher l'autre, mais je ne voulais pas non plus l'alourdir ou trop l'affecter négativement parce qu'il s'agit de dépression.
je viens t'en parler pour qu'on s'en sorte ensemble. Je ne veux pas t'étouffer avec ma propre dépression, en fait. Donc, c'était un peu ça, ces réglages qu'il fallait faire. D'accord. Et justement, Bibi, on reste toujours avec le côté psychologue parce qu'après, nous allons basculer un peu vers la cible de vos textes. Mais restons un peu avec le côté psychologue. Toi, tu es particulièrement touché par tout ce qui fait écoute, attention, et il est précisé dans ton texte que la chose qui t'a marqué en premier, c'est l'attention du psy. Il a écouté du début jusqu'à la fin sans t'interrompre une seule fois, sans interrompre. Évidemment, le personnage qui est mis en scène, donc sans l'interrompre une seule fois, et tu reviens toujours sur l'aspect de l'attention. Mais quand on écrit, et tu prêtes attention, est-ce que tu prêtes attention est-ce que tu écoutes ce que tu écris déjà? Est-ce que tu te mets à la place d'un public, lui qui va te lire et qui va justement écouter quelque chose? Comment tu définis toi, tu décides de choisir un peu tes mots? Est-ce que tu prêtes suffisamment attention à ce que tu écris toi-même pour que celui qui va te lire aussi soit retenu? Parce que je rappelle que toi, l'attention, c'est essentiel à ton cheminement. D'accord. Alors, j'aime beaucoup ce que Simone a dit, parce que finalement, elle a raison. On s'écrit soi-même. En fait, on écrit qui on est. Tu peux pas. Je pense que tous les auteurs, tous les écrivains, ils donnent de leur personne dans leurs écrits. Je veux dire, on écrit forcément, on s'écrit. Peu importe le thème qu'on s'écrit un tout petit peu. Moi, non. Je n'ai pas pensé aux gens qui vont me lire dans un premier. C'est pour ça que je n'ai pas pensé aux gens qui vont me lire. J'ai pensé uniquement à moi. Parce que j'étais complètement à terre. Pour moi, c'était comme une confession. Je parlais à moi. C'est-à-dire, quand je commence à écrire, je dis il faut que cette petite fille, Mouna, il faut bien que tu sortes tout ce que tu as. Il faut qu'on se réconcilie. Il faut qu'elle arrête de pleurer. C'est-à-dire, ce moi intérieur, cette petite fille qui est emprisonnée dans le corps de femme que je suis. J'avais besoin de me réconcilier avec elle. C'est pour ça que livre, c'est un cri de l'âme. C'était pas pour. Voilà, c'est un peu dur de dire ça comme ça. C'était pas pour les gens à la base. C'était pas parce que les gens vont se dire. Donc, du coup, j'étais pas là à me dire, elle rit, contrairement à Simone, que il faut qu'il y ait un beau dénouement. Il faut qu'il y ait un bon dénouement. Il faut que ça se termine. Non, absolument pas. Ça pouvait finir dans une impasse. D'ailleurs, le dernier chapitre est un peu philosophique. Je parle de la mort. Donc, je la rejoins. J'ai toujours été un peu bizarre. Donc, les gens aussi m'ont toujours trouvé un peu bizarre. Mais je pense qu'il faut être essentiellement soi-même, authentique. Donc, non, moi, je ne me suis pas dit, je vais écouter les gens, il faut qu'il y ait un bon dénouement. J'écrivais ce que je ressentais sans faire attention. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on l'a jugé tellement dur que le livre a connu du maquillage. Parce que justement, j'écrivais comme je sentais et c'était très dur, mais c'était très moi. Enfin, pas dur. Je pense qu'il va appeler ça dur. J'étais moi, je n'ai pas pensé aux gens, absolument pas. Ouais. C'est après que j'ai dû penser aux gens, quand il est devenu ce qu'il est devenu et qu'on va... Enfin bref. Ouais. Non, je t'ai s'écrit soi-même. Ok, d'accord, ça s'entend. Ça s'entend déjà et ça se ressent. Donc voilà, s'écrit soi-même, c'est le thème que nous avons avec Bibi Chkoun, qui est l'auteur du roman Libre, et Simon de Revoir, qui est l'auteur de l'essai Ton sens de l'humeur. Alors, tous ceux qui nous suivent peuvent, bien sûr, déjà poser leurs questions, apporter des remarques, des contributions. Et là, nous allons passer à la phase qui concerne vos cibles. Et déjà, les personnes pour lesquelles vous écrivez. Déjà, je commence à poser une question à toi, Simone. Le silence. Parce que toi, avant de passer en direct, là, on a eu un petit échange. Il y a la question du silence, ton silence à toi, ton retrait. Quand je parle de ton silence, c'est le silence de ta présence. Je n'ai pas envie de dire ton absence, parce que d'une certaine façon, mais en fait, le silence, est-ce que c'est le silence que toi, tu as cherché à combattre? Parce qu'on se plaint qu'il y a beaucoup de silence autour d'un certain nombre de choses, autour d'un certain
type de traumatisme. Est-ce que c'est le silence, justement, que tu essayes de vaincre? Le tien d'abord, puis celui du public et de la société. Oui, définitivement. C'est mon ennemi, c'est l'omerta. Mon ennemi, d'un bout à l'autre de tous les combats que je vais mener sur cette terre, ce sera l'omerta sur les sujets sensibles. Parce qu'on est beaucoup comme ça en Afrique, au Cameroun. On se tait là où il ne faut surtout pas se taire. Et pour être justement, pour avoir eu l'étiquette de la bizarre depuis que je suis arrivée sur cette planète, je suis toujours celle qui ouvre la bouche, précisément là où il ne faut pas ouvrir la bouche. Donc, à un moment, on accepte juste que c'est ce qu'on est venu faire sur la planète. Donc, tant qu'à faire, on va parler. Hein. Je crois que c'est parce que le silence, qu'est-ce qu'il résout en fait? Le silence apporte, ça rend docile, mais le problème reste tel quel, on n'y touche pas. Et tout le monde marche sur des œufs autour du silence et ça nous enterre. Donc, pourquoi garder le silence si on en souffre en plus? Justement, pourquoi le garder, Bibiche, sur le silence? Tu me disais une fois que le silence, il étouffe, le silence tue plus que tous les traumatismes que l'on rencontre. Déjà, alors, toi, ta voix, tu choisis de la porter très fort aussi et très haut, et tu choisis aussi d'être cette voix-là parce que il y a des conférences que tu tiens, il y a des rencontres que tu tiens autour de cette question, il y a des choses. En fait, tu rends la chose visible. Qu'est-ce qui te pousse, toi, à te dire finalement, je vais au devant de la scène, je vais me tenir là, je vais briser tout ce qu'il y a comme tabou en revenant sur ce qui concernait ton sens de l'humeur de Simone de Revoir. Quand tu décides de briser ce tabou, tu te tiens à la face du monde avec ta personne. Qu'est-ce que cela, toi, est-ce que tu t'exposes pas? C'est une bonne question. Alors, c'est parce que, pour la simple et bonne raison que je sais à quel point ne pas parler brise. Ça tue à l'intérieur. Ça consume, ça détruit. Je sais à quel point les problèmes de santé mentale peuvent rendre fou. Parce que j'ai frisé la chose. Je sais à quel point ça peut rendre complètement tordu, complètement barge. Ne pas parler. Vivre avec ça. Ça, c'est de un. De deux, on est un peu complice. On est un peu... Il faut se libérer de ça. La liberté, il faut aller l'arracher. Il faut être libre. Les gens me demandent, enfin, ceux qui ne savaient pas, libre, c'est quoi? En fait, c'est se décharger des poids lourds qui nous empêchent d'avancer physiquement, émotionnellement, psychologiquement, mentalement. Et quand tu fais ce pas, tu as une meilleure relation avec toi et avec les autres. Alors moi, aujourd'hui, ce que je fais, pour moi, c'est une mission d'aider les gens, de les accompagner, de leur dire que le premier pas vers la guérison, vers la connaissance, c'est parler. C'est aussi, c'est très, ça fait très cliché, mais c'est parler. Parce que parler, c'est le premier pas. Parce que tu dénonces, tu décris, tu dis ce qui est. Ça veut dire que tu n'es pas d'accord, ça veut dire que tu veux changer, ça veut dire que c'est puissant, la parole. Et si on veut même rentrer dans la religion, je veux dire que Dieu, quand il créait le monde, il faut que l'eau soit telle et telle. Tu comprends ce que je veux dire? Je veux dire, ce n'est pas la parole. Il faut libérer la parole. Et donc, moi, aujourd'hui, c'est mon combat. C'est mon combat, briser les tabous, parce qu'il faut bien qu'on parle des choses dont personne n'a envie de parler, mais il faut bien qu'il y en ait qui parlent. Et moi, je choisis d'en parler parce que ça détruit, ça a failli me tuer. Et je sais que je suis... Ok, très bien. Là, on va partir sur cette question de Pauline, parce qu'il y a pas mal de réactions. Donc, nous allons nous arrêter et aller vers les réactions. Ces cris sont même, en plus d'être salvateurs, Bibiche, ne rend-il pas vulnérable des fois? Est-ce que ouvrir ces portes ne va pas te fragiliser dans le cadre où tu vas te retrouver face à des choses que tu n'as pas encore suffisamment gérées, ou alors que tu te disais avoir dépassé, mais qui plutôt viennent t'informer, te pousser dans le regret même d'avoir
écrit autant, est-ce que s'écrire ne rend pas vulnérable des fois à plus d'un titre? Bien sûr que ça peut rendre vulnérable. Bien sûr. C'est pour ça que écrire, c'est très personnel. Écrire. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'avant d'écrire, avant de publier, il faut faire un travail sur soi. Il faut être sûr. Il faut être. Bon, après, il n'y a pas de certitude qui existe, tu vas me dire, mais il faut le vouloir. Donc, je n'ai jamais regretté d'avoir écrit ou dit tout ce que j'ai dit. Si j'ai même un regret, c'est de ne pas avoir cédé. Je ne sais pas si tu comprends, parce qu'honnêtement, moi, je sais vraiment t'expliquer. Il faut dire aux gens, il faut montrer aux gens ce qui ne va pas. Il faut leur montrer. Ils savent très bien. Comme moi, j'aime souvent dire, ce sont des faux tabous de la société. Les gens savent très bien, c'est des faux tabous. Mais il faut montrer aux gens. Tu ne vas pas parler d'alcoolisme sans dire ce qu'il en est. C'est pour ça que Simone écrit comme ça, c'est-à-dire c'est au-delà de l'expertise et tout, c'est authentique parce que tu sais de quoi tu parles. Tu sais exactement de quoi tu parles. Donc, tu ne vas pas parler de l'alcoolisme, mais dire juste ce que tu as vu dans le livre ou ce que quelqu'un t'a dit sans en parler. Et quand je parle de l'alcoolisme, moi, je l'ai connu. Oui. Et donc, voilà. OK. C'est tabou. D'accord, oui, bien sûr. Ça existe bien entendu. Et Simone, je vais te prendre pour les questions d'Adèle, mais notamment la dernière qui va rejoindre un peu celle de Pauline. La question d'Adèle Christelle, c'est d'abord, elle vous félicite, elle vous trouve magnifique, bien que vous soyez en noir. Je ne sais pas pourquoi vous deux, vous avez choisi de porter le noir. Donc voilà, elle vous trouve déjà magnifique. Mais la question c'est, comment soulager les autres alors qu'on est encore fragile? Moi, cette question, ça m'intéresse, Simone. Comment soulager les autres alors qu'on est encore fragile soi-même? Alors, non, on se soulage d'abord, en fait, justement. C'est ça merci d'ailleurs pour la question parce que ça raconte parfaitement le making-of de ton sens de l'humeur. À la base, je commence ce livre. C'est le livre qui me fait réaliser que je ne peux pas aller plus loin tant que je ne vais pas me soigner. Parce que quand je commence le livre, le manuscrit, le projet, on est en 2019 et je suis à fond dans mes propres blessures. Et en fait, ton sens de l'humeur, ce projet-là, c'est ma voie de contournement parce que je sais au fond de moi que j'ai besoin d'aide professionnelle. Mais je me dis non, je peux faire ce travail-là d'éduquer, de sensibiliser à la santé mentale comme une alternative à la thérapie. Donc, je m'informe, je me documente énormément, je lis sur les approches thérapeutiques, je lis sur les traumatismes, je commence même des séances en ligne. En fait, je fais tout ce que je peux faire pour ne pas avoir à me rendre, pour essayer de me soigner moi-même et ne pas avoir à me rendre véritablement dans le bureau d'un psy. Sauf que ça devient inévitable en 2020. Je crois que le simple 2020, c'est assez clair. Je crois qu'on a tous passé plus ou moins le même 2020 en termes de traumatisme. Donc, moi, ça devient impossible pour moi d'avancer sans l'aide d'un psychologue. Et c'est pendant toute ma phase de thérapie qui a duré pratiquement 2 ans que je réalise ce que j'essayais de faire, qui était de me fuir moi-même en utilisant un projet, en mettant en avant le projet d'aider ma communauté. Sauf que, en réalité, on ne peut pas aspirer à soigner les autres si soi-même on n'est pas stable. La priorité, en réalité, c'est d'ailleurs le message de la philosophie du développement personnel, de la religion et tout, c'est la qualité de l'amour que tu envoies à l'autre, elle reflète la qualité de l'amour que tu t'envoies à toi-même. Donc, si tu n'es pas stable, si tu n'es pas équilibré, le soin que tu penses pouvoir apporter aux autres n'est pas si équilibré que ça. Donc, c'est d'abord de soi que ce processus-là part. Quand on est fragilisé, il faut d'abord prendre soin de soi. Ça, même si ça semble égoïste dans nos sociétés de dire que non, c'est d'abord soi et tout, en réalité, c'est l'acte d'amour le plus honnête de prendre soin de soi en se disant, OK, quand j'aurai suffisamment rechargé mes batteries, quand je pourrai m'asseoir dans une conversation difficile et écouter
la peine de l'autre, sans être contaminé par son énergie, mais pouvoir lui donner l'écoute et peut-être les conseils dont il a besoin. Là, je peux dire que je peux aller vers l'autre. Mais je fais ce travail-là après avoir pris soin de moi d'abord. C'est le plus important, prendre soin de soi. Ok. Alors, Bibiche, Marie-Hyacinthe, elle voudrait savoir à quel moment, finalement, avez-vous été le plus sincère avec le psy? Pendant l'écriture ou après l'écriture, quand vous avez réalisé ce qui sortait de vous? À quel moment cette sincérité se bâtit le plus? Et je rappelle qu'au début, elle parle de l'écriture réparatrice, ce qui est suffisamment intéressant quand on... Et sa question vient donc à cette suite-là. Comment, à quel moment est-on vraiment sincère avec le psy? Pendant l'écriture ou après, quand on réalise le produit déjà de ce qui est là? Non, on est sincère. On est sincère avec quand on écrit, forcément. Parce que quand on écrit, il n'y a personne en face. C'est comme un journal intime, on peut se livrer. Parce que le psy, oui, c'est le psy, mais il reste, enfin, en tout cas pour ma part, il reste un être humain. Donc ça, c'est pour répondre à la question. Oui. Contrairement à Simone, moi j'ai vu le psy avant d'écrire, pas après, pas pendant. C'est-à-dire, moi j'avais déjà vu les psys, même pas le psy, les psys. Et c'est après que j'écris. Parce que je savais que j'avais besoin, voilà, j'avais besoin de parfaire ma reconstruction, l'écriture. Parce que justement, voilà, le psy et tout ça, ça ne va pas. Parce qu'il fallait que je me rencontre, que j'aille à la rencontre de moi. Il fallait que... Et j'avais déjà certaines clés que le psy m'avait données. Je savais que, mais j'avais besoin de définitivement sortir cette exorciser ce mal qui finalement m'emprisonnait toujours. J'ai besoin donc de faire ce travail d'écriture. C'était vraiment, voilà, c'était ça en fait. Il fallait que je fasse ce travail. Donc, être sincère avec ma plume, avec mon stylo et mon papier. C'est là où j'ai été le plus sincère. Ouais. D'accord. Donc, il a fallu que tu... Oui, vas-y. Je dis d'ailleurs, voilà, si tu me permets, s'il te plaît, j'encourage l'écriture. Oui, vas-y. Personnellement, c'est important d'écrire. C'est extrêmement important. Je dis ça parce que pour ceux qui disent, par exemple, je ne peux pas me confier aux gens, je ne fais pas confiance et tout, je peux même comprendre parce que on a un peu perdu la fibre humaine parce qu'il faut les gens ne savent pas écouter. Voilà, c'est un fait, d'accord, c'est un fait. Donc, écrire aide beaucoup. Écrire. S'écrire, finalement, s'écrire soi-même, c'est important. D'accord, Bibi, je vais rester avec toi pour prendre la remarque de Marcelin et Marc. Il trouve très bien que tu n'aies pas pensé au lecteur, surtout à cette période où tu avais un flot si important d'émotions négatives. Il croit qu'en pensant au lecteur dans ce genre de situation, on est en proie au mensonge, à un embellissement factice qui donnerait finalement l'impression d'une expérience feinte. Est-ce que tu partages ce point de vue? Je partage totalement. D'ailleurs, je l'ai dit avant, j'ai bien dit que je me suis dit, est-ce que je suis obligée de mettre un bon dénouement? Mais je ne vais pas mentir, j'écris ce que je sens, j'écris comment ça, je veux dire, c'est des faits. Je ne vais pas dire que bon, après, à la fin, non. C'est pour ça que libre, c'est vraiment une question. Libre, c'est d'abord pour dénoncer les mots. C'est pour dire aux gens, voilà sache que ce que tu dis là, c'est normal. Beaucoup sont pour toi. C'est la première chose. Parce que tu sais, les gens ont besoin de s'identifier aux autres pour voir qu'ils sont normaux. Ils ne sont pas dingues, ils ne sont pas complètement fous. Ah, d'accord, elle dit ça, donc c'est possible. C'est extrêmement important pour l'être humain, pour sa construction psychologique, émotionnelle, de s'identifier à l'autre. Tu te sens moins seul, tu te sens compris, même si tu ne connais pas la personne. Donc, ça, c'était d'abord ça, en premier lieu, de s'identifier. Après, de dire, bien sûr, puisque l'important aussi, c'est vraiment c'est la guérison, bien sûr, restaurer l'être. Donc, après ça, c'est vraiment maintenant te montrer le chemin de comment Mouna a fait pour aller de l'avant, les clés. Moi, te donner, de te dire que tu dois penser à ta reconstruction. Mais il faut être authentique. Je n'allais pas inventer pour faire plaisir aux gens. Il fallait que je dise ce qu'il en est. Il y a les films, c'est pas, ça finit pas bien. Mais il y a une deuxième, il y a une deux.
je suis un peu bizarre comme D'accord. Ok. Merci Simone d'être revenu. Et justement, ça tombe bien parce que Aubin a une remarque pour toi. Il demande si tu ne penses pas que tu te renies un peu quand dans un moment de déprime profonde, tu t'écris en toute honnêteté et que tu reviens plus tard, quand tout va bien, modifier cet extrait qui représente un moment important de ta vie. Aubin demande, il voudrait bien savoir comment tu te tiens par rapport à cela, entre l'intensité que tu as donnée au moment où tu écrivais et après le peu d'intensité ou alors la réduction ou alors l'amoindrissement, peut-être l'embellissement par rapport déjà à la rencontre avec le psy. Et tu te dis, ok, d'accord, j'ai trouvé une meilleure façon de le dire et voilà, je vais le dire plutôt autrement. Est-ce que tu ne te renies pas? Est-ce que tu ne penses pas te renier en changeant ainsi? Non, non, pas du tout. Parce que c'est-à-dire qu'on a les mêmes approches, par exemple, avec Bibiche, mais on a peut-être les mêmes objectifs, je vais dire, mais on a des approches différentes. Je ne veux pas être trop présente dans mon propos. Donc, je comprends la question d'Aubin. Ça reste de l'honnêteté. Mais quand moi, je décide de diluer ou alors d'amoindrir une certaine charge négative dans un texte, c'est parce que je ne veux pas que mon expérience, qui peut être sombre, étouffe le moment de partage que je veux créer et le message réel que je veux envoyer, ou bien que ça dilue l'attention. Parce que l'idée générale du livre, c'est de s'attaquer aux tabous et aux préjugés associés à la santé mentale. Maintenant, est-ce que je voulais en faire une descente dans mes enfers avec une caméra? Pas forcément, parce que je crois que toutes les personnes qui seront intéressées de près ou de loin par ce livre vivent leur propre enfer. Je ne suis pas là pour dire à quel point, pour dépeindre à quel point l'enfer c'est décoré, c'est joli, il y a des flammes, il y a des gens qui meurent, tout ça, machin, machin. On sait déjà c'est quoi l'enfer. Moi, mon objectif, c'est voici les mécanismes qu'on peut débloquer, comme particulièrement la parole, les dynamiques parentales, la relation avec le psy. Parce que ça, par exemple, c'est un truc qu'il fallait que j'aborde. Le fait que, il y a des gens dans ce pays qui partent voir des psys. D'accord? C'est normal. C'est pas un truc qui devrait encore nous faire honte en 2024. Et donc, et ça, c'est-à-dire que c'est un ajustement qui se fait au fur et à mesure. Ça, il faut que je le précise parce que c'est en me relisant que je me rends compte que, OK, ce que j'ai vécu est certes difficile, mais il ne s'agit pas que de moi dans cet essai-ci. C'est-à-dire je suis un objet, je deviens un objet d'observation, je ne suis pas le sujet du livre. Le sujet, c'est la dépression, la santé mentale. Moi, je suis un objet, on va dire, je suis l'objet à quoi ça ressemble quelqu'un qui passe par là, qui n'a pas les bons moyens, qui est toxique, qui est dans sa phase profondément toxique, qui commence à remonter un peu la pente, qui replonge et puis qui repart vers la lumière. C'était un peu décrire ce processus-là. Et pour ne pas justement distraire ou rentrer dans le sensationnel, j'ai dû faire un procédé un peu comme les chirurgiens. On va dire ça comme ça. Procéder comme des chirurgiens, et bien sûr, ça se comprend. Il y a cette question de Ariel, dont tu vas répondre en premier, Simone. Cette question d'Ariel, elle est ravie de vous suivre, deux femmes magnifiques à l'image de vos plumes. Je crois que magnifique pour vous, ça revient beaucoup ce soir. Donc maintenant, est-ce que l'écriture vous a réellement réparé ou bien c'était une échappatoire provisoire? Derrière sa question, il y a une question que j'allais aussi vous poser. Est-ce qu'il y a d'autres livres qui vont suivre ceci ou alors vous trouvez que c'est bon, ça c'est pour ce cas ou alors pour ce que vous avez porté depuis jusqu'ici, il y a eu, vous avez traversé une grande porte plutôt qu'une petite fenêtre. Simone. Oui, l'écriture libère. C'est une échappatoire aussi. Et il faut qu'on précise que même les échappatoires libèrent. Il suffit de savoir comment est-ce qu'on s'en sert et pendant combien de temps on s'en sert. L'écriture, ce premier livre m'a permis de passer à autre chose dans ma tête. Avoir offert ça, m'être fait ce cadeau-là, de cette vérité-là, et avoir sorti ce projet-là de mes tripes m'a aidé non seulement à accepter que ça m'était arrivé, mais aussi de voir que ce n'est qu'une étape
tout le processus, de tout le travail que j'aimerais pouvoir accomplir en ce qui concerne la santé mentale au Cameroun. Il y a des questions de plus en plus spécifiques que je souhaite aborder. Comme tu as constaté récemment mes publications sur la schizophrénie, les troubles bipolaires bien et sûr, tout ça. Bien sûr. Voilà. Donc, il y a tous ces sujets-là que je sais devoir aborder, je sens devoir aborder. Et bien évidemment, ça va faire l'objet d'autres publications et d'autres œuvres même, parce que je ne compte pas me limiter aux livres. Donc, oui, ça libère. S'il y a personne, si Ariel, si tu posais la question en te demandant si tu fais bien d'écrire, oui, tu fais très bien d'écrire, continue. Ne te demande pas encore à quoi ça va te servir pour l'instant, contente-toi d'écrire. D'accord. Bibiche, on va avec la question d'Ariel. Ton titre, c'est libre. C'est libre parce que tu as voulu être libre ou alors c'est libre parce que c'est vrai, tu as dit au départ que le titre est venu quand tu as fini d'écrire. Et c'est là que tu as vu libre et apparaît devant toi. Alors, est-ce que c'est cette grande liberté ou alors c'est un sursis? Ben voilà, tu as répondu à la question avec le titre du livre. Parce que j'ai trouvé le titre après avoir écrit et justement, j'étais léger comme une plume. Et je suis très dure avec moi-même. Mais libre, j'en suis très fière. J'en suis très fière parce que alors, pas le livre en tant que tel, le livre, c'est d'avoir dit tout ce que j'ai dit là. D'avoir eu la force de dire ça. Parce qu'il fallait un sacré courage quand même. Ben oui, tout le monde, il fallait un sacré courage pour se regarder en face et se dire, d'abord accepter. C'est ça que j'aime beaucoup. Ben, je comprends pourquoi vous avez mis ensemble, hein, Simone et moi. D'abord, ça, il faut voir Pauline. Oui. Je crois qu'elle a lu nos livres et puis elle s'est dit et on ne s'est même pas entendu, on a le noir ensemble, c'est vraiment fou. Donc, justement, voilà, c'est vrai. Donc, je disais quoi, accepter d'abord ce que tu as vécu. C'est le premier, dans mes conférences, c'est ce que je dis. La première étape de la reconstruction, c'est l'acceptation. Tu ne peux rien faire si tu n'acceptes pas d'abord ce que tu as vécu. Là, je vais faire une parenthèse vite fait. Tu vois, quand on parle des femmes battues, est-ce que tu sais, il y a des femmes qui disent, quand je parle des violences conjugales, tu lui dis non, moi je ne suis pas comme ça, je ne suis pas une femme battue. Mais elle refuse d'accepter qu'elle est une femme battue. Elle refuse de mettre un nom dessus. Donc, accepter. Donc, oui, l'écriture m'a libérée. L'écriture m'a libérée. Mais, comme elle a dit, tu sais, le travail sur soi, c'est le plus important qui soit, c'est le plus difficile, c'est le plus important, c'est le plus pertinent et ça ne finit pas. C'est toute la vie. Je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Justement, et ça rejoint la question de Arnaud Thierry qui demande si l'écriture peut-elle réellement guérir ou alors c'est juste une pause pour mieux avancer malgré le poids de ce qui nous écrase. Et ça, toutes les deux, vous l'avez bien dit. Et il y a Pauline qui va renchérir la santé mentale en Afrique, mérite vraiment qu'on l'explore et l'expose un peu plus. Vous revenez maintenant sur notre Afrique et sa société. Est-ce que notre société est de plus en plus silencieuse sur cette question? À quel moment la santé mentale, je veux dire, pour vous paraît importante en dehors de vos cas, je reste avec toi, Bibiche, à partir de quel moment la question de santé mentale, tu la trouves importante, tu la trouves vitale et tu te dis, non, mais c'est vrai que tu as écrit ton livre, mais maintenant, en parler, aller en public, à quel moment tu trouves que c'est important? Comment tu as trouvé notre société par rapport à la question de la santé mentale? Je trouvais que nous sommes une société de malades. Nous sommes une société de malades. Et quand je parle de santé mentale, tu dis que oui, j'ai écrit, mais pourquoi est-ce que je vais au devant de la scène? Pourquoi je vais parler aux gens? Parce que finalement, c'est quoi la santé mentale? C'est un état d'équilibre. C'est la notion d'équilibre, de bien-être général qui te permet d'être en fait un être équilibré, d'être bon dans tous les domaines de ta vie, émotionnel, psychologique, le travail, aux relations personnelles, tout ça. Et donc, ça fait de toi un être équilibré. Et si tu n'as pas une bonne santé mentale, tu ne peux pas être une bonne épouse, tu ne peux pas être un bon enfant, tu ne peux pas être un bon chef d'entreprise. Tu ne peux pas si tu n'as pas une bonne santé mentale.
a toutes ces charges chez nous. Nous, en tant qu'être humain, d'abord. Et en tant que... oui, Ouais. je vais le dire, je suis une femme, en tant que femme. Parce que j'ai toujours pensé que, je suis désolée, Ray, et que la société est beaucoup trop permissive avec les hommes et trop dure envers les femmes. C'est pour ça que je mets un accent encore plus sur la santé mentale des femmes, précisément. Désolée, Ray, mais voilà, on parle, on est libre, non? Dans la paix. Donc, Bon, moi, voilà, donc la santé mentale. Ah non, ma connexion. Je veux Oui, ma connexion. Et j'entends déjà les voix. Raison, oui, c'est ça. On a eu un petit blanc. Simon, si tu es toujours avec nous, il y a Sophie Ngome qui nous suit aussi, qui est très intéressée par ces questions, qui dit se mettre en nu devant soi-même n'est pas chose facile. C'est vrai, toutes les deux, vous l'avez amplement exploré, vous l'avez amplement développé. Est-ce la raison pour laquelle il y a encore des tabous? Est-ce que ces tabous, on ne les crée pas soi-même en choisissant finalement le silence? Simone. Si, on les crée, comment est-ce que je peux dire ça en des termes simples? On empire la situation en pensant la sauver. Parce que moi, mon observation de nos sociétés et de nos familles, c'est le linge. On a plein de formules consacrées comme ça pour ne pas créer de scandale. Le linge sale se lave en famille, d'autres expressions de ce style-là. Et en fait, quand je travaille sur le truc, je me rends compte que on a plein de stratégies comme ça codifiées qui sont ancrées dans nos mœurs, dans nos us et coutumes, pour ne jamais ouvertement parler des sujets douloureux. Je vais y aller franchement. Ouais. Il y a des thématiques comme l'inceste, le viol, la dépression. C'est des choses qui existent depuis la nuit des temps dans nos familles. Mais parce qu'il y a une charge de honte qui est rattachée à ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une image de non, en fait, tout va bien. On va déjà prendre la victime d'un phénomène ou le dénonciateur du phénomène et en faire le mouton noir. Comme quoi, c'est lui qui exagère, c'est lui qui voit le mal partout, c'est lui qui n'est pas assez commode, c'est lui qui machin, pour que le reste de la cellule puisse maintenir une image qui est irréprochable face aux gens. Et c'est cette priorité-là de l'image, de la respectabilité, mais que vont penser les gens s'ils apprennent que tonton tel est interné dans un hôpital psychiatrique et tout ça, machin. C'est ça, en fait, qui participe à empirer des situations qui auraient pu se régler très simplement dès le départ. Parce que plus on s'habitue à ne jamais dire la vérité, plus on commence à se mentir à nous-mêmes et plus le mensonge devient une exigence collective. Donc, on va avoir une situation problématique et on va se dire non, c'est mieux qu'on mente parce que si on dit la vérité, on sera obligé de se regarder nous-mêmes dans nos actions, on sera obligé de regarder ce que papa et maman ont fait avant et tout ce processus-là, c'est trop long, c'est trop horrible, c'est trop honnête. C'est mieux de se concentrer sur les apparences. Mais en fait, on peut pas s'en sortir. Et Dieu merci, il y a de plus en plus comment dire, d'initiatives qui vont dans le sens de briser le silence. Parce que le silence ne nous sert à rien à cette étape-ci de notre développement. Ça ne nous sert plus à rien. Ça nous ralentit. Ça nous a toujours ralenti. Et là, on est à la phase où il faut des solutions concrètes pour accompagner la santé mentale des gens. Et on ne peut pas accompagner santé mentale si on n'a même pas l'opportunité de dire la santé mentale existe. C'est compliqué. Est-ce que je suis toujours? On m'entend toujours. C'est Ray qui est parti. Oui, moi je suis là, je t'entends. Peut-être que... Ah, d'accord. Ok, excusez-moi, il y a eu il y a eu un problème de réseau. De mon côté, là, ça a été figé pendant beaucoup de temps, donc ça ne se poursuivait pas. Mais je crois qu'on a suivi ce qu'il y avait. Je crois qu'on en était avec
avec Simone et autres choses. Donc, nous allons prendre d'autres commentaires qui sont arrivés et qui sont arrivés en tout temps, outre le célèbre livre, vos livres, avec des livres, de prix, nous on a devenu aujourd'hui, vos livres, des livres. Donc, ça, c'est déjà pour dire combien vous écoutez, vous lire, ça permet de passer à autre chose. Et il y a Arnaud Thierry qui dit, qui cite Fatou Diom, qui a écrit le verbe livre ou le silence. Et selon sa démarche, l'écrivain doit choisir entre parler librement ou se taire. Donc, il dit, pensez-vous que dans l'écriture de soi, un écrivain puisse tout révéler? Bon, ça, nous avons amplement exploré la chose. Mais la deuxième question, si vous pouvez revenir là-dessus, parce qu'il y a des personnes qui nous ont rejoints un peu plus tard, qui ne l'ont pas. Lors de l'écriture de votre livre, y a-t-il eu des choses que vous avez eu peur de nommer? Si oui, pourquoi? Je vois dans ton expression, Bibiche, est-ce qu'il y a eu des choses que toi, tu as eu peur de nommer? Et pourquoi? Oui, totalement. Et bon, enfin, le verbe libre ou le silence de Fatou Diom, elle parle justement de être décrit. Enfin, elle parle du fait que il faut laisser les écrivains, en gros, dire ce qu'ils veulent dire. Il ne faut pas qu'on les encadre trop de dire, tu me comprends bien sur mon regard par rapport à livre, que nous on fait comme ça, faites comme ça. On doit laisser l'authenticité de l'écrivain surgir. Et voilà. Donc, pour répondre à sa question, une excellente question d'ailleurs, lors de l'écriture de votre livre, y a-t-il eu des choses dont vous avez eu peur de nommer? Bien sûr. Moi, je parlais de la religion. Tu as lu la vraie version. J'ai parlé de la religion. J'ai parlé de sexe. De sexe. J'en parle dans le livre de manière crue. Ce côté-là qui... Pourquoi est-ce que je n'ai pas parlé? Peut-être par pudeur. Peut-être qu'on va interdire le livre, j'en sais rien, moi. Mais c'était toujours pour décrire, pour dire des choses telles qu'elles sont. Parce que moi, c'est vraiment... Je suis réputée pour ça, de n'avoir pas ma langue dans ma poche. Je crois que j'ai une amie qui m'avait dit que tu as la franchise d'une enfant, Bibiche. Parce que voilà, dans mon écriture, en conférence, c'est souvent pour ça que les gens m'appellent, parce qu'on me dit tout, Bibiche, toi, tu vas dire des choses. Les femmes ont besoin d'entendre les choses qu'elles ne veulent pas entendre. Tu vois, on sait que toi, tu vas dire des choses comme il faut les dire, sans diluer. À un moment donné, il faut les gens qui disent des choses comme elles sont. Donc, je n'ai pas parlé de certaines choses par pudeur, tout simplement. Pas pudeur, mais juste. Bon, là, je crois que Arnaud Thierry nous suit, a bien retenu cet aspect. Maintenant, Sophie était préoccupée par la question de l'image. Et je crois qu'à ce moment, c'est toi, Simone, qui parlait. Mais je crois que c'est l'image de façon globale. Mais elle a demandé l'image de qui et pour qui quand il faut s'écrire. Et il y a la question de l'image maintenant qui doit arriver. Je crois que j'ai bien compris la question de Sophie à ce moment parce que c'était au moment où on a eu la rupture de réseau. C'est l'image, oui, mais l'image de qui et pour qui? Déjà, s'il faut parler de préserver quelque chose, je crois que ça rejoint aussi la question de Arnaud Thierry qui demandait s'il y a eu une peur de dire certaines choses à certains moments et pourquoi. Je crois que la question de l'image rejoint cela. Alors, l'image, oui, mais c'est l'image de qui et pour qui en réalité, quand il est question de santé mentale, qu'est-ce qu'on préserve quand vous écrivez, s'il faut préserver une image, l'image de qui et pour qui faut-il la préserver? Justement, c'est une bonne question parce que je crois que si on s'assoit tous à la table à la fin de la journée, on ne trouvera pas de réponse valable à cette question-là. Pour qui est-ce qu'on veut préserver l'image de qui? Parce que il y a dans le tabou qui entoure dans les tabous qui entourent la santé mentale, il y a l'étiquette du fou ou de la folle qui fait très peur au groupe familial. On ne veut non seulement pas déjà être soi-même perçu comme un fou, une folle ou un déviant, quelqu'un qui ne serait pas assez stable pour fonctionner en société, et on ne voudrait pas encore pire être vu en compagnie de quelqu'un qui serait déviant. Et le problème, c'est que, Bibiche l'a souligné tout à l'heure, on vit dans une société de malades. Parce qu'en réalité, il n'y a que des gens profondément malades dans leur psyché qui sont constamment en train de préserver les apparences au détriment de tout le reste, au détriment de comment je me sens vraiment.
au détriment de est-ce que ceci est authentique pour moi? Est-ce que ceci marche? Est-ce qu'en préservant ces apparences-là, je ne me fais pas plus de mal que de bien à moi et aux autres sur le long terme? Il faut être fou pour ne se cramponner, aux apparences. Donc, c'est l'image de soi aussi, à la fin de la journée. Qu'est-ce que me dit le miroir? Qu'est-ce que me renvoie le miroir à la fin de la journée? Est-ce que l'image que je vois quand je me contemple dans la glace est en résonance avec ce que je dis de moi, en résonance avec ce que je sais de moi et en résonance avec mes actions surtout? Est-ce que toutes ces choses-là sont alignées? Il y a le parler, le faire, le croire. Est-ce que tout ça est aligné en fait? Quand je me regarde en face, est-ce que j'ai l'impression que mon comportement ou ma façon d'aborder des conversations, les conflits même dans la famille, c'est vraiment la personne que je veux être? Donc, il y a tous ces, je crois que c'est tous ces trucs-là qui se démêlent en fait dans les conversations autour de la santé mentale. Il y a encore une coupure. Allô? C'est moi qui suis sortie ou? Je pense qu'il a peut-être encore un souci. Tu m'entends? Je t'entends, c'est vrai que je n'entends pas. C'est la connexion. Là, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Parce que là, je à chanter. D'accord, vous m'entendez? Oui, j'ai entendu chanter. Est-ce que vous m'entendez? Ok, d'accord, si vous m'entendez, si vous m'entendez, ça va. Oui, ce que je voulais dire, c'est que, Pauline, est-ce que vous pouvez avoir en commentaire les liens des livres? Linda Chanel demande si les livres peuvent être mis en commentaire. Je crois qu'il y a un problème de réseau chez moi. Il est parti. Hein? On est seul. Il est parti. Bon, je pense que c'est le réseau, hein. Il est parti. Ouais. Bon. Chante. Chante ce que tu chantais. On est vraiment désolé pour le spectacle et le désagrément. Deux femmes bizarres. Ça, la rencontre du sexe. Regarde, prends mes lunettes qui sont claires. Là. Ok, j'espère que là, monsieur, maintenant. Là-bas, Simone. Ça va, vous me suivez? Oui, tu es revenu. Ok, d'accord. Si vous me suivez, ça va passer. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je crois que c'est un peu. Ouais, là, c'est j'ai été coupé, j'ai été éjecté après. Bon, là, on peut mettre en commentaire les liens par Linda Chanel. Donc, là, je crois que c'est toujours le même. Bon, moi, je vous suis, mais apparemment, vous ne me suivez pas. Si, on te suit, je te suis. Ah, ok, d'accord. Parce que là, j'ai essayé de voir. Ok, d'accord, oui, là, je vois maintenant que ça passe. Parce que j'essayais de mettre encore, j'essayais de mettre le message de Linda Chanel qui voulait les liens des livres. Déjà, qui s'y peut être mis en commentaire. Je rappelle, c'est Aubin qu'il était question de psychologue, oui, pas de psychiatre. Et donc, bon, je reviens à votre écriture, Roména, parce que nous acheminons vers la fin de notre échange. Il nous reste 11 minutes, 10 minutes, donc déjà, oui, il nous reste 10 minutes. Donc, et maintenant, votre écriture,
à vous. Est-ce que vous trouvez la littérature, ça, là maintenant je rentre dans la littérature de façon générale, est-ce que vous trouvez la littérature un peu trop muette dans ces personnages? C'est pourquoi vous décidez d'affirmer des choses de cette façon plutôt que de les noyer dans une fiction où on laisserait à chacun la liberté de se reconnaître ou de faire autre chose. Est-ce que quelque part vous n'avez pas trouvé la littérature un peu silencieuse sur la question et vous avez décidé d'opter pour, vous avez opté pour ce type d'écriture, Simone? Oui, moi particulièrement, je vais pas dire que la littérature, la littérature de femmes n'est pas silencieuse, hein, ça c'est mon expérience, n'est pas silencieuse, mais elle le dit, elle parle de phénomènes en utilisant la fiction. Bon, la fiction, bien sûr, c'est jamais vraiment de la fiction. On se livre toujours dans le travail d'écriture. Et moi, en fait, personnellement, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi l'essai. Parce que je ne voulais pas en faire un sujet qui se romance ou qui a besoin d'être dit avec des pincettes ou qui a besoin d'un décor ou d'une scène ou de protagoniste ou quoi. Je voulais un récit qui soit le plus fidèle de la réalité possible. Et la réalité d'un dépressif, c'est que voilà, sa mémoire est foutue, sa sensibilité est exacerbée, il quitte du coq à l'âne, il parle de choses, il a l'air super négatif. Donc, c'est toutes ces choses-là que je ne voulais pas filtrer dans de la fiction ou bien dans de la romance, en fait. Mais je n'irai pas jusqu'à dire que la littérature est silencieuse sur cette thématique-là parce que je vois beaucoup ce n'est peut-être pas abordé directement comme moi je le fais ou bien comme Bibiche l'a fait, mais je vois beaucoup des problématiques de femmes très soulevées on a parlé de Fatou Diomé tout à l'heure, Hemley fait aussi ce travail-là elle te parle du mariage comme n'étant pas une aventure parfaite, elle te parle de l'amour dans toutes ses complexités et tout. Donc, je sais qu'il y a des problématiques pas toujours heureuses, en fait, dans les romans. Je ne dirais pas que la littérature est silencieuse dessus. Qu'on pourrait bénéficier de plus de bruit sur la question 7. Ça, c'est ce que je pense. Il y a encore une coupure. Allô? Est-ce que je suis toujours là? J'ai l'impression que je suis là. Je crois que c'est lui qui est parti. Oups, attends un peu. Je pense que c'est lui qui est parti. Hein. Oui. Ouais, je pense que c'est lui qui est parti. Juste pour me rassurer, oui, je suis là. On est toujours en direct, non? Donc, pendant les coupures, on nous voit en train d'essayer de remplir les blancs. Le direct ne s'interrompt pas. Et de chanter. Ah, d'accord. Je tiens à préciser, pour les gens qui m'ont vu chanter tout à l'heure, je suis une personne très sérieuse aussi. Ce n'est pas... Non, c'était toi, c'était bien toi. Ce n'est pas l'essence même de ma personnalité que vous avez vue tout à l'heure. C'est une partie. Il y a aussi un côté très sérieux, très... Voilà, merci beaucoup. Ok. Bon, en fait, moi, je suis totalement... En fait, je suis off tout le temps et là, je reviens. Bon, dans tous les cas, Bibiche, de ton côté, est-ce que le silence, c'est une question un peu plus féminine? Parce que quand on parle de silence, on a l'impression qu'on s'adresse toujours aux femmes à ce qui concerne les traumatismes, les violences et autres choses. Est-ce la raison pour laquelle l'écriture des femmes semble plus expressive? Oui, je parle de toi, par exemple. Oui, parce que en fait, le silence, nous sommes conditionnés comme ça dès l'enfance. Une femme ne parle pas. Si tu parles bien sûr, forcément, quand une femme aborde des thèmes, des thématiques, si t'es tabou, ou finalement, ou en tout cas, de la manière dont moi j'aborde ça, comme Simone, on prête un peu plus attention, forcément, parce que c'est une femme qui écrit, et surtout quand... Alors moi, j'ai voulu... Mon livre est un récit romano-biographique.
Voilà, pour les raisons que tu dis, on est en copain. Oui, bien sûr. Voilà, ce que moi je pourrais dire, c'est que il faut qu'on équipe davantage. Donc, il faut que les femmes équipent davantage, en tout cas, sur ce type de problématiques qui les concernent. Parce qu'on ne peut bien que parler de ce qu'on maîtrise, une fois de plus. Comme ça, tu es authentique, tu parles de ce que tu connais. Et moi, je parle de ce que je connais. Donc, quand je suis dans mes conférences, que je parle d'abus parental, de viol, oui. Et là, on a encore parlé, on est en plein dedans, là. Bobda, d'ailleurs. J'en ai parlé sur ma page. Oui, j'en ai parlé sur ma page. Et quand c'est pas une expertise de genre, je l'ai vécu. Donc, je parle de ça. Et il faut pas... Moi, j'ai un problème avec le fait de mettre de la peinture, de diluer les informations. Parce que je pense que si on dilue, les gens ne connaissent pas l'horreur de la dépression. Il faut qu'on dise aux gens que la dépression, c'est une maladie. Excuse-moi, je passe en même temps un message là. La dépression est une maladie qui fait des ravages. C'est une maladie grave et on doit vraiment faire attention à cela. Il faut accompagner les personnes dépressives. Il faut réaliser que c'est un problème. Je pense qu'en Afrique, les mentalités commencent à changer. Ça vient, même si c'est timide, mais ça vient. Et pour mettre davantage la lumière sur ce mal-être. Ouais. Et d'ailleurs, la dépression est un pan de la santé mentale. Il y en a beaucoup. Il y a la schizophrénie, elle a parlé de ça, il y a l'anxiété sévère, il y a plein il y a la bipolarité. Ouais. Voilà, donc, bon, les gens bizarres, un peu comme nous, je pense qu'il faut mettre même davantage la lumière dessus parce que tout le monde parle de ça, David. Oui, bien sûr, bien sûr. Et là, il faut mettre la lumière, tout le monde en parle. Et parce qu'il faut mettre la lumière, il va falloir qu'on s'arrête là. Et puis, on va devoir... Mais avant de s'arrêter, vous avez parlé d'écrire, de continuer à écrire davantage. Est-ce que cela veut dire qu'il y a d'autres projets en cours? Est-ce qu'il y a des écritures auxquelles nous devons nous attendre dans les temps à venir? Simone. Oui. Alors, moi, je sais déjà que mon prochain projet, celui qui est en cours, c'est vrai que je suis encore à la phase de recherche, c'est sur le spectre autistique. Donc, l'autisme et toutes les manifestations, particulièrement chez les femmes. Et pourquoi est-ce que c'est compliqué de détecter l'autisme chez les adultes? Voilà ma prochaine quête. D'accord, je crois que on sera très heureux de recevoir ça aussi. Et puis, si tu disais que tu as la question de la batterie sociale. J'espère que cette fois-ci, la batterie sociale sera pleine, comme ça, on reste ensemble très longtemps encore. D'accord, Bibi, et toi, alors? Ok, d'accord, ça marche. Le prochain projet, oui. Bon, le prochain projet, déjà, il y a le livre L'Afrique en larmes qui doit sortir. Donc, ce que je peux dire aux internautes, c'est que ça parle de la lecture. C'est un livre encore aussi dur. Voilà, enfin dur, aussi franc, on va dire. Aussi franc un peu, c'est encore poussé. Donc, celui qui a reçu le premier moment. Donc, je parle de la luxure dedans. Je parle vraiment du vagabondage sexuel. Je parle des choses. Stay tuned. Vous allez lire. Comme quoi ces choses-là, c'est toujours là. Elles ont été, elles seront. Tout simplement. Au final, il n'y a rien de nouveau. Donc, quand on situe, parce que ton texte, il arrive à un certain moment, et puis voilà, on se retrouve face à une actualité qui rentre en plein dans tout ça. Le son. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez continuer à les poser après cet échange. Voilà, on vous dit merci encore, merci. Et continuez de suivre la page Acolyte. Il y a pas mal d'autres activités qui arrivent. Il y a des choses qui seront prévues à partir du mois de février. Nous allons ouvrir une grande vague d'ateliers, de masterclass, écriture, lecture, traduction littéraire. Donc, continuez de suivre notre actualité et vous ne serez pas déçus. À vous, mesdames, je dis félicitations une fois de plus. C'est moi le fantôme, mais c'est vous qui êtes à moi ce soir. Donc, voilà. Vous passez un bon dimanche. Et puis, on se retrouve. On reste connecté, comme on se dit, tout le temps. Donc, merci. Bye bye. Salut à tout le monde. Merci. Bye bye. Merci. Bye bye. Bye bye.
That was good. Bon, ben, en tout cas, voilà, on a terminé avec les bons moments. Le truc